Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Si vous ne me connaissez pas, je suis Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos et j'ai fait des podcasts depuis maintenant plus de 10 ans avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouvez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, notamment destinés à améliorer votre santé, et bio, mais aussi une application SP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Mourama Kamara, combattant professionnel de MMA. Comment vit-on du MMA quand on n'est pas encore dans le top mondial? Comment s'organisent les entraînements? Et surtout, pourquoi combat-on si peu? Je tiens à remercier Bruce pour la mise en relation. Bonne écoute. Salut Mourama, t'as la forme ou quoi? Salut Rudy, ça va super et toi? Ça va, ça va. Tu sors de l'entraînement ou t'es en repos actuellement? Oui, je me suis entraîné ce matin et là je suis en repos avant le deuxième et puis le troisième entraînement. Tu fais 3 entraînements par jour? Non, c'est surtout le mardi et parfois le jeudi, ouais. Et parce que tu prépares un combat ou c'est comme ça toute l'année? Non, non, là j'ai arrêté mon travail il y a 2 mois et depuis bah je m'entraîne tout le temps quoi. Je m'entraîne minimum 2 fois par jour, hormis samedi, dimanche où dimanche il n'y a qu'un seul entraînement. Mais, ouais, c'est 2 fois par jour minimum et en général quelques jours par semaine, 3 fois. Ah ouais, et parce qu'en fait j'ai pu voir en faisant quelques recherches que toi t'étais électromécanicien et que justement t'avais arrêté récemment de ton travail, on va dire, officiel pour te lancer vraiment à fond dans l'MMA? C'est ça, parce que ça collait plus. On combat vraiment au haut niveau et ça collait plus en fait. Le temps de repos et tout, et même mentalement et tout, ça collait vraiment plus et ça me permettait plus de performer en fait. Et donc là, parce que tu sais, souvent, tu sais, je te dis là-dessus, parce que souvent de ce que je peux voir justement dans le MMA, entre guillemets, du moins de ce qu'on peut voir des coulisses et de ce qu'il nous a raconté, c'est que les gars, quand il n'y a pas de combat, bah souvent hors saison, ils s'entraînent pas beaucoup, ils prennent 10 ou 15 kilos. Ça, Oui, on n'a pas l'impression que ce soit, tiens, je dis ça peut-être un peu de manière grossière, mais ils sont pas vraiment passionnés de l'entraînement. C'est pour ça que ça me surprend que tu t'entraînes autant. si, si, Ça- si, nous on est vraiment. Il y en a, ils ont pas besoin parce qu'ils ont ce talent. Après, ça dure pas longtemps, hein. Mais moi, j'ai besoin en tout cas de sentir que je me suis entraîné tout le temps pour être vraiment bien mentalement. Au- Au-delà de l'état physique, il y a aussi l'état mental et moi, ça me permet d'être bien dans ma tête. J'ai cru comprendre aussi, bah, tu sais, car moi, ça fait un petit moment que je suis de loin tout ce qui est MMA, UFC, Bellator, tout ça. Pendant un moment, D'accord. c'était des spécialistes d'autres arts martiaux, d'autres sports de combat qui venaient en MMA et qui donc se mettaient au MMA, mais ils avaient toujours une Ah, spécialité. Toi, ah, de ce que j'ai compris, t'as commencé par le MMA et t'es dedans depuis que t'as commencé. c'est ça. Bah, en fait, à l'époque du Vale-Tudo et des UFC 1, 2, 3, etc., c'était vraiment des oppositions de style. Ça veut dire un mec qui faisait du JJB face à un boxeur, face à un kickboxer, face à un boxeur thaï. Maintenant, c'est beaucoup moins comme ça. Maintenant, tout le monde sait à peu près tout faire et vraiment, le MMA, il tend vers ça, vers des gars qui sont vraiment complets, quoi. Et donc, toi, tu as commencé quand, en fait, le MMA? Parce que c'est, Mhm. entre guillemets, autorisé, légal, je sais pas comment on peut dire, en France depuis peu, même si le temps passe vite. Alors, peut-être que ça fait Ouais. déjà 2 3 ans, ma mémoire me joue des tours. Mais toi, ça fait plus longtemps que tu pratiques. Et donc, comment tu faisais? Moi, j'ai commencé le MMA fin 2016. Ça fait pas super longtemps. J'avais jamais fait de sport, moi, avant le MMA. Jamais, jamais. Et j'ai commencé par ça. J'ai adoré. C'est un ami qui m'a emmené là. J'ai adoré. Je suis resté, quoi. Et depuis, bah, je m'entraîne. Et c'était une salle de MMA directement? Ou c'était une salle C'est un ça. peu déguisée, tu sais, du style, je sais pas, Pancras ou autre? Bah, c'était une salle déguisée parce que le MMA jusqu'en 2020, jusqu'après le début du Covid, c'était interdit en France. Du coup, moi, mes premiers combats professionnels, par exemple, c'était en Concrasse parce que c'était pas encore légal en France.
Et j'ai fait des combats à l'étranger, mais c'est à l'étranger qu'on combattait vraiment en MMA parce que avec les Pancras, il y a quelques règles qui diffèrent. C'est juste au niveau des coups de coude et des coups au sol. Et les gens ils jouaient sur taille et on combattait dans des rings, ce qui valait aussi des blessures par-dessus la corde et tout. Mais est-ce que tu as rapidement fait des combats après avoir débuté? Oui, moi, au bout de 6 mois, je faisais déjà des compétitions de grappling. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, je vois, mais est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui savent pas? Le grappling, c'est le fait d'emmener quelqu'un au sol, de le maltraiter entre guillemets au sol et le but final, c'est de soumettre ou de gagner par points parce qu'il y a certaines positions qui comptent plus de points que d'autres. Quand on prend le dos, quand on passe la garde, c'est au niveau des crochets des pieds. Parce que les jambes, en général, ça permet que le gars, il passe pas qu'il prenne pas un avantage, quoi. Et le grappling, ça sert à ça, c'est d'emmener au sol et de soumettre ou marquer des points. C'est ça la base. C'est le JJB, mais sans kimono. Et est-ce que dans cette activité qu'est le grappling, tu te débrouillais bien par rapport aux autres dès le début? Du moins dans tes premières compétitions? Bah, j'ai jamais été vraiment doué, mais comme j'étais là tout le temps, bah, j'apprenais plus vite que celui qui était doué, mais qui était pas là tout le temps, quoi. Quand tu dis tout le temps, ça veut dire que tu t'entraînais tous les jours? Moi, je m'entraînais à l'époque, il y avait que 3 entraînements de possibles. Sauf qu'il y en a, ils en faisaient qu'un dans la semaine et moi, j'en faisais trois, quoi. Et Ah, ça a duré à peu près même pas un an. Après, j'ai augmenté le volume parce que tu te rends compte que en compétition, les mecs ils dorment pas et par la suite, est-ce que tu peux dérouler un peu ta jeune carrière jusqu'à aujourd'hui? j'ai commencé par des compétitions de grappling, des tournois, etc. J'en ai gagné, j'en ai perdu. Ensuite, j'ai fait des tournois de Pancras, l'Île-de-France. J'en ai gagné aussi. Moi, je commande en 77, non, en amateur, je combattais en 84 kilos. Je pesais 80 kilos, quoi. Je mangeais mon petit déjeuner pendant que les autres ils souffraient. Et ensuite, après le grappling, etc., j'ai commencé par faire un peu de pancrace, qui est devenu maintenant MMA. J'ai fait des compétitions, beaucoup de tournois. Les tournois, c'est toujours compliqué parce qu'on t'appelle, tu combats là, tu retournes te reposer, on t'appelle pendant que tu dois recombattre. Et ça s'est fait des fil en aiguille comme ça. Ensuite, on a fait des combats aussi en Belgique parce que en Belgique, du coup, eux, ils avaient le droit de combattre en MMA pur. Et nous, c'était des opportunités à chaque fois d'aller en Belgique, de pouvoir vraiment se révéler en vrai MMA parce qu'à l'entraînement, on pouvait le faire, mais on pouvait pas vraiment le faire en compétition, en France en tout cas. Donc la Belgique, vu que c'était à côté, on allait souvent là-bas combattre. Ensuite, ce qui s'est passé, j'ai fait pas mal de combats amateurs, j'en ai fait 15, je crois, je me souviens plus exactement. Euh, Ensuite, j'ai mon coach qui m'a appelé un jour pour me dire, est-ce que tu veux combattre en professionnel? Ouais, moi, je suis chaud. Et de fil en aiguille, on est arrivé là, on a fait notre premier combat professionnel en Île-de-France, c'était avec les règles Concras ou Kempo, je me souviens plus, parce que Kempo, il y a encore quelques règles à faire, mais je me souviens plus de ça. Fait que du MMA maintenant. Mais ensuite, mon premier combat, bon, et un autre en Suisse. J'en fais un autre en Suisse avec les règles MMA, du coup, parce qu'en Suisse, il n'y avait pas de restriction. Ensuite, combat, de fil en aiguille, j'arrive au Bellator. C'était la deuxième plus grosse orga, enfin, c'est toujours la deuxième plus grosse orga au monde. J'ai fait là-bas 3 combats. J'en gagne un et j'en perds deux. Et finalement, j'ai combattu là récemment à l'Hexagone MMA. Comment c'est très populaire maintenant en France et à l'étranger. Et le combat que je gagne difficilement, mais que je gagne il y a un mois et demi. Voilà, très brièvement. Et entre-temps, j'ai fait plusieurs compétitions de grappling parce que j'aime bien. C'est un autre aspect. Il n'y a pas vraiment de coup, même s'il y a quasi autant de blessures. Mais voilà, voilà. C'est quoi un combat professionnel? C'est quoi la différence à un combat amateur?
La différence, c'est que les protections, déjà, au niveau des gants, parce que je crois qu'en amateur, ils combattent avec des gants. Je sais pas si tu connais un peu la boxe. Ouais, bah, vas-y, mais tu peux expliquer pour ceux qui nous écoutent. Euh, En fait, ils combattent avec en vrai, en boxe anglaise, je crois qu'ils combattent avec 14 os. C'est des tailles de gants. Et en amateur, en MMA, ils combattent avec du 10, du 8 os. Et en professionnel, ils combattent avec du 4. C'est Ah très, très ouais. fin, quoi. Et, euh, la différence, elle est là. Et au niveau des protèges tibias, en amateur, ils ont des protèges tibias. Euh, c'est tout maintenant, hein, je crois. Et il y a pas de, je sais pas s'il y a des coups il y a pas de coups de genou à la tête en amateur. Et il n'y a pas de coup de coude, je crois. Il n'y a pas de coup de coude à la tête, ouais. Ouais, parce que moi, quand tu me parles de combat professionnel, moi, dans ma tête, ça veut dire combat où tu vas être bien payé, où tu vas pouvoir si tu gagnes, forcément, t'es mieux payé, mais t'es bien payé, donc t'es professionnel, tu peux vivre de ça. Et de ce que je comprends, c'est pas le cas. Non, non, loin de là. Moi, mon premier combat professionnel, je l'ai fait gratos. Ah ouais? Ah ouais, c'était vraiment pour la, parce qu'à l'époque, en France, il faut pas oublier que, en France, c'était pas connu. Et nous, on combattait, on était des puristes là-dedans. Il y avait pas grand monde, il n'y avait pas vraiment de chaîne là-dedans. Il y avait pas grand monde qui en parlait. Et nous, on était là-dedans, on kiffait, quoi. Et, on nous dit combat pro, on y va. De toute façon, combat pro ou amateur, on avait fait la même chose, quoi. Et nous, on y allait vraiment pour le kiff, quoi. Mon premier combat pro, j'ai pas été payé du tout. Et t'avais quand même pris en charge le déplacement, même si c'était en Ah, j'ai tout Île-de-France. pris, la perte de poids, euh, le régime, parce que tu manges pas vraiment pareil, et tout ce que tu dois manger, c'est cher. Et le déplacement, là, on n'avait pas besoin de prendre d'hôtel, mais ouais, ça aurait été à mes frais. Et les blessures après le combat, c'est à tes frais aussi, quoi. Ok. Et alors, comment tu fais pour te retrouver au Bellator? Est-ce que c'est eux qui t'appellent? Ou Non, c'est mon est-ce que manager. Ah, ton manager, parce que j'allais dire, est-ce que c'est toi qui postules ou quoi? Ton manager, c'est le gars qui t'avait trouvé ton premier contrat pro? Comment ça se passe en fait? C'est ton pote? C'est un gars que tu connaissais? Mon premier contrat, il n'y avait pas vraiment de contrat avant, hein. C'était vraiment, oui, tu veux combattre, allez, on te met sur la carte et puis c'est tout. Et je crois que mon premier contrat pro, c'était en Suisse. C'est tout. Bah, c'était le deuxième combat en vrai. Mais c'est tout. Il y avait pas vraiment de contrat. Tu venais, tu combattais, tu repartais, quoi. Et c'est à ce moment-là que tu as trouvé un manager, entre guillemets? Bah, mon coach, mon premier coach, c'était mon manager en même temps. Et aujourd'hui, c'est toujours mon manager, mais comme moi, mon coach. Ok, et donc c'est lui qui t'a proposé au Bellator en fait, qui avait des contacts et qui a dit voilà, J'avais des contacts. ok, Voilà. C'est beaucoup comme ça, ouais. j'ai un jeune poulain prometteur, prenez-le, il va tout déglinguer. C'est ça. Bah, c'est ça, tout le monde se vend. Et en général, les managers qui ont les bras longs, comment dire, ces adhérents, ils ont plus d'opportunités, quoi. Ok, et pareil, j'avais vu que le manager prenait une sorte de pourcentage en fait de ce que tu gagnais quand c'était rémunéré. C'est ça. C'est ça, C'est ça. c'est ça qui se Le passe. manager prend un pourcentage, après ça dépend des contrats, prend un pourcentage la bourse de combat. En général, on a une bourse de combat et une bourse de combat plus un win bonus, ils appellent ça. Quand tu gagnes, t'as un bonus et en général, il y a certains orgas, quand tu mets le KO de la soirée, le performance of the night, c'est quand t'as fait le meilleur combat, quoi, le plus explosif, le plus sanglant, et il y a la soumission of the night, la soumission de la nuit, quoi. La meilleure soumission de la nuit, en général, il y a un bonus, quoi. Et en fait, tout est fait dans la MMA, tout est fait pour le spectacle et que vous en mettez plein la gueule. Est-ce que justement ce côté spectacle, tu vois, bah, je pense notamment, tu vois, genre à Conor, à l'UFC, qui Mm. le spectacle est plus avant le combat que pendant le combat, tu vois? Est-ce que c'est des choses, toi, en tant que professionnel, qui a de l'ambition, tout ça, tu travailles aussi en dehors le combat, de faire monter la sauce, tu vois, de jouer un peu l'acteur, tout ça? Car j'imagine que c'est pas facile, tu vois, si c'est pas ta propre nature et je pense que c'est pas la nature de beaucoup de Pas facile personnes. du tout, encore moins pour moi.
Moi, de nature très réservée et tout. Mais oui, c'est difficile pour moi. Aujourd'hui, j'essaie de le faire, mais c'est toujours compliqué pour moi, quoi. Mais ouais, j'allais dire, si tu arrives à faire monter la sauce, et ben en fait, le combat se vend mieux, et donc il y a plus d'argent, et donc après, d'autres te veulent aussi, en plus du spectacle, C'est évidemment, ça. que tu fais dans la cage. Mais tu vois, si tu proposes déjà un spectacle, tu vois, un one-man show limite avant le combat, tout le monde est C'est ça. content. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment un sport qui est orienté spectacle à fond, quoi. Est-ce Il que, faut vraiment. excuse-moi, j'allais dire, est-ce que tu peux me raconter un peu comment c'était le Bellator? Parce qu'à chaque fois, on voit surtout l'UFC. Là, en ce moment, on voit pas mal le PFL, bah, justement, qui vient de racheter le Bellator, si j'ai bien suivi. Comment ça s'est Mm. passé pour toi au Bellator? Est-ce que c'est vraiment une grosse organisation, tu vois, où tu te sens, tu dis, waouh, putain, là, je suis vraiment dans la cour des grands. Ça envoie du pâté, comme on dit, ou pas du tout? Ah oui, oui, quand même, ça n'a rien à voir. Parce que moi, faut pas oublier que je suis passé d'une compétition où il y avait un public de, allez, 400, 500 personnes et on est passé à 20 000, quoi. On était à Bercy, euh, il y a un trou, quoi. Quand tu gagnes dans Bercy, c'est incroyable. Ça s'explique même pas et l'organisation, elle a rien à voir, hein. Elle a rien à voir. T'es logé, t'as des navettes qui ont, parce qu'entre l'hôtel et le lieu de l'événement, en général, c'est pour le moment. T'as des navettes qui vont te chercher, qui vont te récupérer. Il y a comment ça s'appelle, il y a des conférences de presse. Il y a un timing à respecter. Vous avez tous des heures de passage. Parce que celui qui commande en début de carte et celui qui commande en fin de carte, vous pouvez pas arriver à Bercy, par exemple, à la même heure, quoi. Vous pouvez pas vous échauffer à la même heure. Du coup, à, au Bellator, c'était vraiment organisé comme ça. Et dans les autres orgas que j'avais fait, c'était tout le monde arrivait. C'est l'heure de t'échauffer. Tu te réveilles de ton sommeil. Et te chauffer, quoi. Donc là, c'est vraiment millimétré, le temps, même les mecs, avant de rentrer dans la cage, il y a un gars, il a des oreillettes, il te dit, ouais, c'est maintenant. Toi, t'attends ta musique et il te dit, non, non, on s'en fout de ta musique, tu vas tout de suite. Alors, pour expliquer le truc, c'est que pour rentrer dans la cage, dans le ring, en général, on a tous une musique d'entrée. Ça fait Et, partie du spectacle. et toi, elle a pas fonctionné? C'est ça? Bah, moi, elle m'a dit la première fois, elle m'a dit, oui, ma musique, elle a mis du temps à arriver, en fait. Et moi, je l'attendais. Et elle me dit, oui, vas-y. Je dis, ben non, je fais quoi? Ma musique, elle n'a pas commencé. Mais voilà, ça change un peu des organisations habituelles. Et j'ai Du cru coup, j'ai comprendre. attendu ma musique pour rentrer. Et j'ai cru comprendre qu'au Bellator, euh, tu me diras si je me trompe, mais il y a pas de dotation, tu sais, en termes de vêtements, tout ça, et que c'est un peu plus libre en termes de, justement, de tenue de combat, de sponsoring, tout C'est ça. ça. Ok, donc là, Voilà. tu pouvais t'habiller un peu comme, tu sais, au début de l'UFC avec ton short bariolé, tes sponsors, entre guillemets, tout ça. C'est ça. C'est ça. Bon, c'est toujours réglementé, hein. T'es obligé de leur envoyer tous les trucs et tout, hein. T'es obligé de leur envoyer tous les sponsors, ils vérifient, hein. T'es toujours libre, mais ils vérifient quand même. Ta banderole, ton short, ton t-shirt quand tu rentres, tout ce qui est publicitaire, tu leur envoies la marque, etc., le logo, pourquoi qu'il y ait de concurrence non plus. On va pas rentrer au Bellator avec des t-shirts UFC. Voilà. Ouais, j'imagine. Voilà, c'est toujours encadré et après, bon, c'est très bien. Et surtout au niveau du salaire, ça avait rien à voir, quoi. Et les grosses orgas comme ça, ils payent beaucoup mieux, t'as plus de quoi vivre. Est-ce que, alors, j'en ai un exemple. Là, tu as fait 3 combats au Bellator. Est-ce que c'était déjà un contrat pour 3 combats dès le début, quand tu es arrivé au Bellator? C'était un contrat pour non. D'abord, quand je suis arrivé au Bellator, c'était un one shot. Ok. Sauf que le one shot, je le gagne et le matchmaker, c'est celui qui organise les cartes de combat et qui met, oui, toi t'es face à lui, toi t'es face à lui. Parce qu'il regarde le palmarès de tout le monde, le palmarès de tout le monde et il met lui face à lui et il envoie les contrats, celui qui accepte pas, hein, parce qu'on a toujours le choix, hein, quand même. Et parce qu'il en était déjà. Et Et ensuite, suite à ce premier combat-là, il t'a prolongé pour 2 combats alors? c'est ça. En fait, j'ai fait ce premier combat et après, en fait, c'est un one shot.
ton père. Si tu gagnes le combat et que tu fais une belle performance, propose un autre contrat avec plusieurs combats et avec une date butoir. Ça veut dire, c'est soit tu fais le nombre de combats qu'il te propose, soit tu arrives à la date butoir et ton contrat il est terminé, ça veut le renouveler. Et avec ce contrat, parce que tu parlais d'argent de Bellator, est-ce que tu pouvais en vivre sans ton métier à côté? Est-ce que tu aurais pu en vivre sans ton métier à côté d'électromécanicien? Oui, mais il fallait faire. Le problème, c'est que tu sais jamais quand est-ce qu'ils te refont combattre. Parce Le qu'en fait, souci, c'est qu'avec un seul combat, t'es pas payé si tu combats pas. Tu vois, c'est ça. je te donne un exemple. Tu vois, bah, tu sais comment ça marche en France. Mais t'as ton CDI, t'es payé chaque mois. Voilà, t'as un contrat d'un an. Et voilà. Là, t'es payé que si tu combats. Tu vois, je dis C'est ça. une connerie. Il te signe un contrat de combat dans l'année. Si tu fais pas tes deux combats, t'es pas payé. C'est ça? Voilà, t'es pas payé. T'es rémunéré que en cas de combat. Ah ouais, c'est une drôle de c'est une drôle de façon de- C'est ça, t'es rémunéré. C'est comme pour les compétitions de muscu, s'il y a une médaille à prendre ou, euh, de l'argent à prendre, c'est que quand tu fais des compétitions, tu peux en prendre, quoi. Ouais, 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 mais sauf que t'as pas de contrat. Tu vois, je te donne un exemple en bodybuilding à Olympia, par exemple. Ah oui, Donc, d'accord, oui. tu vois, C'est en vrai, fait, oui. les gars, ils n'ont pas de contrat. Ils ont une carte pro qui paye une licence, je sais plus combien c'est, mais voilà, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. On peut en débattre, mais c'est pas grand-chose pour eux, quoi. Et suite à ça, bah, tu peux faire des compétitions qui sont primées. Tu vois, et tu peux en faire autant que tu veux. Il n'y a pas de nombre défini. Alors que toi, T'as un contrat, ouais. si tu te souviens, c'était quoi la date butoir? T'avais un an pour faire les deux combats? Ou moins? Ou Moi, plus? j'avais 18 mois pour faire un combat. Ok. Et donc là, en fait, t'as fait que deux combats et ensuite ils t'ont cuté direct? C'est ça, parce qu'on arrivait, ils faisaient combat trop tardivement et il y avait combien d'écart entre les deux combats? Il y avait 6 mois ou, parce que j'ai combattu au mois de mai et j'ai recombattu au mois d'octobre, l'année dernière. Et comment ça se fait qu'ils n'ont pas réussi à te mettre les quatre combats en 18 mois Parce alors? qu'ils ont énormément de combattants, ils ont beaucoup d'événements et ils font les combattants qui vendent le plus de billets. C'est Eh un merde. business, quoi. Eh ouais. Après, c'est comme ça, faut jouer avec le système. Ah, et donc ça veut dire, alors, je reviendrai après là-dessus, mais ça veut dire qu'en fait tu prends un gros pari si demain, là t'as arrêté de travailler, mais genre t'as un contrat obligatoire 4 combats, et en fait tu perds ton premier combat, mais ils disent bon bah finalement on lui met qu'un seul autre combat, alors toi tu comptais sur l'argent des 4 combats. Tu vois, Oui, c'est ça. ouais, t'es un peu dans la merde, Voilà. quoi. Je sais jamais, quoi. Je Ah sais jamais, ouais. mais c'est ça qu'on kiffe, en fait. C'est la certitude. Je sais jamais. Eh ouais. Et même, tu sais jamais, quand tu sors d'un combat, t'es blessé, t'as une blessure qui dure 6 mois, ça veut dire 6 mois sans rien faire, après tu reprends. Ça veut dire que t'as 9 mois déjà. Eh Parce que des ouais. blessures qui durent 6 mois, il y en a beaucoup. Je reviens sur l'expérience Bellator, donc au final t'es pas prolongé. Euh, Non. et, En et, fait, on a eu un accord avec eux, c'est qu'on recombat ailleurs et on re-signe avec eux si eux ils le veulent ou eux, c'est ce qu'ils nous ont proposé. Ils nous ont dit, bon, on a besoin de plus se développer, arriver à un niveau plus élevé parce qu'ils voyaient le potentiel. Mais pour eux, je devrais combattre dans une plus petite organisation, me refaire la main et revenir. Eux, il n'y a pas de souci pour la Russie. ok. Ok, donc là c'est pour ça que t'es parti à l'Hexagone, qui comme tu dis, bah moi pareil, je vois que c'est une grosse organisation française. Je sais pas si c'est pas l'une des plus grosses. Euh, Ça. et donc là, tu as un C'est contrat la première ou la deuxième. là, t'as un contrat avec l'Hexagone pour plusieurs combats, c'est ça? C'est ça. J'ai signé un contrat avec eux pour 2 combats. Et pareil, tu as une date butoir ou pas? Vu que c'est une organisation française, est-ce que c'est comme Il y a le... toujours, Il y a il y a toujours. toujours une date butoir. Ok. Parce qu'en fait, ça évite les conflits. Parce que s'il n'y a pas de date butoir, ça veut dire que le gars, il est obligé de faire les 2 combats. Sauf que si l'organisation ne veut pas du gars, qu'ils veulent pas qu'il fasse le deuxième combat pour quelque raison, que ce soit, bah, ils sont tous les deux bloqués. Sauf que Eh s'il y a ouais. une date butoir, il y a personne qui est vraiment bloqué. Ouais, je vois, ça te fait un bond de sortie, mais en même temps, Voilà. ça leur fait aussi un bond de sortie s'ils veulent pas te faire combattre, Tout quoi. garder, ouais. Ça sécurise un Ouais. peu tout le monde. Enfin, jamais dans les deux sens. Eh ouais. Ah putain, c'est une situation qui est, tu vois, moi pareil, j'écoute pas mal les podcasts MMA, tout ça, et j'entends souvent parler des salaires à l'UFC, des trucs qui sont, voilà, ils sont vraiment mal payés. C'est pour ça que je savais qu'au Bellator, bah, j'avais interviewé Claire Lopez. Je sais pas si tu connais. Oui, oui, bah, je la connais, on s'est entraîné ensemble parce que c'est l'ami de c'est l'ami de Nora Cornell qui combat actuellement à l'UFC.
Ok, Et on a été chez, parce qu'elle s'entraîne au GBTT à Londres. exactement. Et on a été avec Nora une semaine. Elle est vraiment cool. Ok, ouais, Moi, je parce la que trouve vraiment courageuse. En plus, le MMA pour les femmes, pas pour dénigrer ou quoi, mais c'est compliqué. Elle a un enfant et tout. Et franchement, ça, j'admire de fou. Parce que il faut pouvoir le gérer. Tout le monde n'en est pas capable. ouais, et justement, c'est ce qu'elle m'expliquait aussi par rapport aux organisations, c'est qu'elle avait beaucoup plus d'intérêt à être au One, je crois que c'est au PFL qu'elle est, que d'être à l'UFC, parce qu'en fait, les salaires n'avaient rien à voir, et que justement, c'était... Ah oui. là, elle était vraiment professionnelle, alors qu'à l'UFC, elle aurait jamais été... c'est pas professionnel, et derrière, il n'y avait pas de toute façon sa catégorie, donc comme ça, c'était réglé, quoi. L'UFC, même le Bellator, pour moi, après, quand on arrive au niveau de la ceinture, etc., oui, les salaires à l'UFC sont beaucoup plus élevés, mais tous ceux qui sont en dessous, c'est-à-dire dans le top 15 ou top 1 et tout, ils sont sous-payés par rapport à d'autres organes. Par rapport au Bellator, moi, j'étais très bien loti. Allez. Et voilà, il faut choisir. À l'UFC, quand tu arrives dans le top 10, le salaire, c'est plus du tout le même, quoi. J'ai une question pour parler un peu plus d'entraînement, tout ça. J'ai vu que tu mesurais donc 1,93, t'es vachement grand et tu combats en moins de 77. C'est Et, ça. euh, donc j'ai deux questions là-dessus. C'est un, est-ce que hors saison, tu fais genre, je sais pas, 82, 84 kilos, tu vois, t'as un poids de forme plus élevé? Et deuxièmement, dans ta catégorie, donc en moins de 77, est-ce que t'es pas beaucoup plus grand que tout le monde? Alors, c'est par la première question. La première question, c'est je suis beaucoup plus lourd hors combat Ouais, est-ce que t'es beaucoup plus que lourd? pour la peser. Je suis beaucoup plus lourd. Là, Combien? actuellement, je suis à 10 kilos. Je suis à 87. Ok, et ça, c'est ton poids de forme? C'est pas mon poids de forme. Normalement, je suis à 80. Ok, mais là, on le fait au moment de décembre, donc on est en pleine, on n'est pas encore en hiver, mais bon, c'est pratiquement. Donc j'imagine que on parlera peut-être un peu plus de ton alimentation après, mais voilà, tu fais quelques petits écarts, voilà, rien de bien Oui, méchant. voilà, parce que le corps. Après, moi, je reste un petit par rapport à d'autres, hein. À 10 kilos, il y en a, ils viennent de très très loin et hors compétition, il y en a, c'est vraiment compliqué. Et moi, j'ai vraiment eu du mal à prendre du poids, justement. Parce que dans la catégorie, tout le monde descend pas mal. Et en fait, on le ressent peut-être pas sur le premier round, mais sur le deuxième et le troisième, parce que le mec, il devient beaucoup plus lourd et on arrive beaucoup moins à le déplacer. Parce qu'on est moins lucide, on est moins fort physiquement. Et au niveau du poids, si on gère mal son poids, ça peut vraiment jouer, quoi. Surtout à haut niveau. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait le cutting et, il faut pas se retrouver désavantagé physiquement. Parce Parce que même si on est, vas-y, Bourama. parce que même si on est en avance techniquement, sur la longue d'un combat de 3x5 ou de 5x5, ça va vite se ressentir, quoi. Ouais, parce que j'allais te dire, en fait, tu vois, là, tu as 10 kilos à perdre. Moi, ça me semble extérieurement beaucoup. Mais t'as des mecs qui perdent genre 20 kilos et le lendemain de la pesée ont déjà repris 10 kilos. Et donc, tu sens que, en fait, c'est pas leur vraie catégorie, quoi. Entre guillemets, c'est Ah ouais. ça? Des fois, on voit des combattants, on dirait qu'ils sont pas du tout dans la même catégorie, alors qu'ils sont les deux dans la cage en même temps. Ok. Ah ouais, donc, en termes de poids, t'es pas le plus gros gabarit, et en termes de grandeur, donc, est-ce que t'es beaucoup plus grand que les autres? Ou pas? Oui, oui, oui. J'ai rarement combattu contre des mecs de mon taille. Enfin, même jamais. Est-ce que ça, c'est un avantage pour toi, justement, d'être plus grand? Est-ce que t'as plus d'allonge aussi que la plupart des gars de ta caté? Oui, j'ai plus d'allonge. Après, il y a aussi des inconvénients à être grand. Il n'y a pas que des avantages. C'est quoi les inconvénients pour toi d'être grand, justement, dans une catégorie des moins de C'est les 77? ouvertures sur la boxe, c'est beaucoup plus grand. On a des plus grands membres, je peux les déplacer. Et au niveau du sol, on a les bras qui traînent, les jambes qui traînent. Et c'est un peu différent à gérer. Ouais, parce que j'allais dire, bah, moi, donc, pareil, comme je disais, je suis un peu l'UFC rapidement, notamment avec le podcast Fréquence MMA Ouais. de Eric. Et pour ta taille, bah, franchement, je crois qu'il y a personne en moins 70. Je sais pas combien mesure, mais je crois qu'Adesanya, c'est la catégorie au-dessus. Je sais Ça, plus. les Tania, c'est 84. Ouais, voilà, c'est 84 et je pense qu'il doit faire dans ces eaux-là un 90 ou quelque chose comme ça. D'accord. Mais sinon, la plupart des gars qui font ta taille, en fait, ils sont en poids lourd. Tu vois, quand je t'ai vu en photo, pour moi, t'as le gabarit à. Enfin,
T'as le gabarit, t'as la taille et tout pour être un John Jones, quoi. Tu vois, on voit, t'as des longs bras, C'est ça. t'es long, tout ça. Et quand j'ai vu ton poids, je dis 77 kilos. Je dis, bah, sur les photos, bon, tu parais un peu plus lourd. Mais je me dis, ah ouais, Ouais, t'es léger, en fait. ouais, ça va. Léger mais lourd. Mais moi, j'ai mis du temps, parce que avant, j'étais bloqué à 82 kilos et tout, mais avec la prépa physique, franchement, j'ai pu prendre du poids, parce que moi, c'était compliqué. Je pouvais manger tout ce que je veux, prendre du poids, c'était compliqué. Bah, ce qu'il y a, c'est que t'es encore jeune aussi. On n'a pas dit, mais t'as 26 ans. Et malheureusement, t'as bientôt, t'as encore quelques années, mais tu vas voir que ça marche un peu moins. Ça marche un On peu moins. verra bien. Mais Demande. c'était compliqué parce que j'étais léger et tout. C'était relou, quoi. Mais là, ça va un peu mieux. Justement, pour parler un peu d'entraînement, donc là, tu disais t'entraîner 2, 3 fois par jour. Voilà, en moyenne, c'est quoi tes entraînements? Est-ce que c'est combat? Et donc, j'ai une connerie, mais matin boxe, après-midi grappling, et puis soir, s'il y en a encore un, genre, je sais pas, JJB, allez, voilà, comme ça. Ou, tu vois, tu as toujours un aspect combat. Donc voilà, par exemple, boxe le matin, prépa physique l'après-midi, et puis le soir, c'est un peu aléatoire en fonction des besoins. Comment ça s'organise? Moi, ça s'organise en... J'essaie de faire des sports différents entre le matin et le soir. Pas répéter la même chose le matin. Par exemple, aujourd'hui, c'était sparring. C'était la plus grosse journée. C'était un 5x5 en échauffement, etc. Après un 5x5 minutes de sparring, ça veut dire autorisé à vitesse réelle. Comme un combat, quoi. C'est ça, comme en combat, mais avec des gros gants d'entraînement. Et ça, c'est la plus grosse journée. Par exemple, ce soir, je vais avoir la prépa physique et juste après, je vais avoir la boxe anglaise technique. Pas besoin de sparring encore. Et, en général, c'est ça. C'est comme ça. En général, le matin, j'essaie de faire les plus grosses journées. Ça veut dire le sol, quand il faut envoyer, on envoie le matin. Et le soir, c'est un peu plus technique, juste la prépa physique. Là, tu t'entraînes où? Est-ce que tu as parce que pareil, je vois qu'il y a quelques grosses salles sur Paris. Il y en a de plus en plus de ce que je peux voir, pareil, de loin. Toi, c'est quoi ta salle? Ta team, entre guillemets? Je m'entraîne au NR5 à ce moment. Ok, ah bah je vois, bah, tiens, j'ai interviewé la semaine dernière, peut-être que tu connais Stéphane Dubois, qui était au NR Fight avant et qui est là, qui est un préparateur physique de l'équipe de lutte chinoise. Ah oui, ça me dit quelque chose là. Et était au NR Un Fight tout au visage. pendant un moment. Donc peut-être que vous vous êtes croisés, mais là ça fait peut-être un an ou deux qu'il est en Chine avec les lutteurs. Ah Et- oui, moi. Ah oui, mais je le connais, ouais. C'est le gars qui vient de Compiègne. Ouais, je sais pas d'où il, je Ah sais, oui, je le connais super bien, ouais. Ouais, bah si jamais c'est le podcast qui est sorti juste avant toi la semaine dernière. Ah, ok, nickel. Donc Ah tu ouais, peux aller. je le connais bien, ouais. C'est longtemps Donc, que je l'ai pas vu, hein. ouais, bah et donc il est en Chine et donc bref. Et ouais, donc t'es au NR Fight, donc bah je J'espère vois. qu'il Donc va bien. il a l'air d'aller bien. Il a l'air d'être content. Il a l'air d'être content. Et je reviens, ouais, donc NR Fight, ouais, donc c'est une grosse salle, donc de ce que je peux voir, et pour moi c'est une des plus connues. Donc dans cette salle, comment ça s'organise? Est-ce qu'il y a genre un head coach et après tu as un spécialiste par discipline ou c'est le head coach qui gère toutes les disciplines ou comment c'est? Non, on a un head coach qui est Nicolas Rigné, qui gère la salle, etc. Il est spécialiste du sol, parce que c'est une salle de sol à la base, qui s'est ensuite développée. Et ensuite, on a d'autres coachs par discipline. C'est-à-dire, on a un coach de MMA, on a un coach de sol, il y a des coachs de lutte, il y a des coachs de pieds-points, tout simplement. Et, Et, comme ça, et j'allais dire par rapport à ça, ils te trouvent des sparring justement d'à peu près ton niveau pour pouvoir t'entraîner? c'est ça qu'on essaie de faire, ouais. Toutes les semaines, surtout le mardi, qui est important pour vraiment être dans le mood de combat, au moins une fois par semaine, vraiment à fond. Et on essaie de trouver des adversaires comme ça, des sparring partenaires comme ça. Et surtout, en période de combat, c'est des sparring tests. Là, c'est encore pire, parce qu'on met tout, on met les gouttières, les lumières et tout pour tout mettre. Et casque, gros gants d'entraînement et activité réelle, hors réel, quoi. Et là, on trouve vraiment des adversaires qui ont le même gabarit, qui combattent dans la même catégorie et qui ressemblent, si on arrive à trouver, qui ressemblent au style de notre adversaire pour le vrai jour du combat.
Quand tu t'entraînes à la salle, vous êtes un bon petit groupe? Vous êtes combien en général? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Aujourd'hui, je pense on était une bonne dix quinzaine. Ah ouais, Ensuite, donc il y a un c'est bon petit fermé. groupe. Voilà, il y a un bon petit groupe, il y a des légers, il y a des lourds. Et nous, on commence 117 kilos, mais on est considéré comme lourd. Et il y a des beaucoup plus légers. Ok. Et la préparation physique se fait aussi au NR Fight? Il y a un gars spécialisé là-dedans qui s'occupe. Non, 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 moi, c'est un ancien rugbyman qui s'occupe de ma préparation. Ok, est-ce que tu peux citer son nom? Simon Bellamy. Ok. Et comment tu l'as rencontré? Voilà. Comment tu l'as rencontré alors? Parce que comme il n'est pas dans les sports de Toujours combat. à des amis, simplement, hein, toujours grâce à des amis. 3 ans que je fais la prépa physique avec lui et il y a eu un gap physique depuis. Et justement, bah, tout à l'heure, tu disais que tu avais eu du mal à grossir et grâce à la prépa physique, bah, vraiment, tu t'avais réussi à t'épaissir. Euh, Ça ressemble à quoi la préparation physique d'un combattant de MMA? Et, tu vois, on a vu, bah, je te donne un exemple, par exemple, on a vu John Jones, bah, là, qui s'est arraché le pec, mais qui misait beaucoup sur la force, sur des mouvements vraiment très, très muscu. Donc, bon, je pense que Hum. c'était pas, je pense qu'il fallait faire, mais bref. Toi, comment ça s'articule? Est-ce que tu cherches à prendre le maximum de force ou tu as beaucoup de travail, je sais pas, pour développer, diminuer un peu peut-être, tu sais, ce qu'on appelle la VMA, la VO2, des intervalles courts, des intervalles un peu plus longs qui miment un peu les combats. Euh, Comment ça s'organise? Si tu sais m'expliquer. Moi, les entraînements, ça dépend de la période. Si c'est là, actuellement, par exemple, il n'y a pas vraiment on essaie d'avoir des cycles. Ça veut dire, on va faire un cycle de force, un cycle d'explosivité, un cycle de puissance qui est un peu différent, je trouve. Et, ça dépend, ça va se jouer sur 4 semaines en général. Et là, actuellement, on est un peu sur un cycle d'explosivité, quoi. C'est un peu moins lourd au niveau des charges, mais on doit vraiment être explosif. Et moi, les entraînements de prépa, ça finit toujours par un minimum. Ok, ok, ouais, je vois. Donc, tu as toujours une composante conditioning, comme on dit, en fin de séance. C'est ça. Conditioning à la fin, ouais. Et est-ce que des fois, il y a des séances alors qui peuvent s'apparenter, parce que là, donc tu parlais puissance, explosivité, force, qui peuvent s'apparenter à être que du conditioning, tu vois, c'est une séance conditioning en plus de ce que Oui, tu fais en sparring, qui est déjà du conditioning, entre guillemets, mais est-ce que tu en as encore en plus? c'est ça. Des fois, quand on se rapproche vraiment du combat, on peut faire un minimum de 35-40 minutes. Ok, ok, ouais, mais Un je vois bien. minimum de 40 minutes, là, Et et ce rythme, sur, et, vas-y, vas-y, Bourama. sur 40 minutes, avec beaucoup d'ateliers, je crois qu'on faisait sur 7 ou 8 ateliers. Et, là, moi, ça attaque. Parce qu'on charge un tout petit peu quand même. Et il faut aussi mettre de l'explosivité en même temps. Là, pouvoir combiner les deux, c'est un peu ça le plus compliqué. Hum. Et une autre question. Euh, Tu t'entraînes combien de jours par semaine au final? Est-ce que tu es à 7 sur 7? Est-ce que tu es à 6 sur 7? Et est-ce que, question subsidiaire, est-ce que tu as des périodes où tu fais vraiment rien de rien? Tu sais, bah pareil, souvent on voit les gars, à l'UFC, les rockstars, entre guillemets, ils disent ah, on fait rien pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, tout ça. Est-ce que toi qui es en train de monter, entre guillemets, est-ce que tu fais aussi des longues périodes sans rien? Non, jamais. Là, je m'entraîne 6 jours, 7. J'ai le samedi de repos. La semaine, elle commence le dimanche. Et moi, j'arrive pas à arrêter de m'entraîner. Enfin, même après mon combat, j'ai attendu, je crois, 1 ou 2 semaines et je suis retourné à l'entraînement. Pas vraiment à refaire des sparring tout de suite, mais retourner dans la technique, les sparring. J'ai évité d'en faire vu que j'ai pris des knockdowns sur le dernier combat. Les knockdowns, c'est quand tu prends un coup et que tu tombes et que tu te relèves, mais tu tombes, quoi. Et faire attention cérébralement, ça, je sais pas vraiment ce que tu as eu. Du coup, on fait attention, on essaie de laisser un mois et demi avant de reprendre le dur. Mais sinon, je m'entraîne tout le temps. J'ai pas vraiment d'arrêt comme ça. À part quand je pars en vacances, 1 ou 2 semaines. Ok, je vois. Et en termes d'hygiène de vie, quand tu t'entraînes 6 jours sur 7, comment ça se passe? Est-ce que
tu te couches tous les jours tôt pour avoir un bon sommeil. D'un point de vue de l'alimentation, j'imagine que tu essayes de manger sain la plupart du temps. Euh, Bon, Ça ressemble à ça? ça ressemble à ça. Surtout manger correctement à des moments pas trop tôt, pas trop tard non plus, surtout avant l'entraînement. Quand c'est un entraînement dur comme aujourd'hui, par exemple, il faut ne pas manger, ça serait catastrophique. Manger trop, ça serait aussi catastrophique. Du coup, il faut trouver l'équilibre et enfin, il faut avoir l'habitude de le faire, quoi. Manger bien, mais pas trop, parce que tu risques de dégueuler, quoi. Et quand on mange pas du tout, ça vient vraiment pomper et l'énergie, on en a plus assez, quoi. Est-ce que tu as quelqu'un qui te suit sur l'alimentation? En période de combat, oui. En période, quand je prépare le combat, la perte de poids et tout, oui. J'ai un nutritionniste qui s'occupe de ça. Mais en dehors de combat, non. Je le fais moi-même. Je suis quelqu'un qui mange énormément de riz. Bah, Et je compatis, je fais la même chose. je mange énormément de riz. Si je mange pas de riz pendant une semaine, c'est problématique. Mais non, en dehors des combats, non. En général, j'ai pas une alimentation non plus catastrophique, hein. Et Ça va, est-ce, j'arrive à gérer. est-ce que tu mets d'autres choses en place autour de l'entraînement et cette chaîne de vie de base pour être plus performant? Tu vois, par exemple, est-ce que tu vas chez le kiné chaque semaine ou chez l'ostéo régulièrement? Je sais dans pas mal de sports, c'est un peu la mode de la préparation mentale aussi. Mm. Est-ce que tu vois, tu fais des choses comme ça et si oui, lesquelles? Moi, en vrai, tout ce qui est récupération, etc., je cherche juste à dormir. Et je sais pas, dans le plio, etc., je suis pas sûr que c'est pour... Moi, je cherche vraiment à dormir, c'est l'essentiel numéro un. Moi, je peux avoir des troubles du sommeil, des fois, où je dors vraiment mal. Mais je cherche vraiment qu'à dormir et à me reposer, à regarder un film, tout simplement. Ouais, j'ai pas vraiment de routine récupération spécifique. Ou quand j'ai des douleurs ou des courbatures, j'ai juste un pistolet de massage. Et, tout simplement, ouais. En Et fait, j'en connais beaucoup qui sont... vas-y, vas-y. Et il y en a beaucoup qui sont comme ça, en vrai. C'est pas ce qu'on voit tout le temps sur les réseaux. Non, non. Je cherche juste à dormir, à se reposer comme tout le monde. Voilà, c'est pas la cryothérapie tout le temps ou le cupping. Loin de là, quoi. Quoi, tu veux pas des traces de ventouse? Non, non, j'en ai jamais fait d'ailleurs. Et, des fois, quand je me sens vraiment fatigué en prépa, parce que on a une période où on est vraiment, vraiment fatigué, je me mets un bain très froid avec des glaçons. Tout à l'heure, tu parlais des blessures. Toi, est-ce que tu as déjà eu des grosses blessures qui t'ont éloigné justement des combats pendant de longues périodes? La seule grosse blessure que j'ai eue, c'était pendant un combat, je me suis cassé le bras. Et en vrai, c'était une fracture déplacée, du coup, ils ont dû ouvrir et tout, c'est ça qui a pris du temps. Mais même ça, au bout de 3 semaines, je m'entraînais déjà, parce que je faisais déjà ma prépa physique. Ah ouais. Et en parlant de ça, combien de temps ça dure une prépa entre guillemets? Et est-ce que tu peux expliquer un peu ce terme de prépa? Parce que là, tu vois, quand tu m'expliques ton rythme, tu entraînes 6 jours sur 7, toute l'année. euh, Qu'est-ce qui change fondamentalement en prépa et combien de temps ça dure avant le combat? En général, ma prépa d'un combat, au minimum, c'est 8 semaines. On essaye d'avoir, nous, en tout cas, 8 semaines. 8 semaines, moins une, parce que t'as la semaine du combat. C'est-à-dire 7 semaines. Et au niveau du rythme d'entraînement, il va un peu changer des fois. Des fois, on va plus accélérer nerveusement, en fait, on est beaucoup plus fatigué parce qu'on est beaucoup plus concentré et les entraînements, ils sont complètement différents parce qu'on a des sparring euh, très différents. Les gens, ils sont sélectionnés. Euh, les cours, tu les fais tous. Tu essaies de faire au moins un 3x5 à chaque cours. Surtout les cours de sol, les sparring, tu fais ton 3x5 à fond. Parce qu'il faut essayer de se pousser un maximum pour voir où on en est au niveau cardiaque. Et en général, ça dure environ 7 semaines, quoi. Si on peut en avoir plus, tant mieux. Sinon, 7 semaines, c'est idéal. Enfin, c'est ce que j'ai toujours fait. En fait, c'est que tu mets plus d'intensité chaque jour, alors que sinon, hors saison, il y a des séances qui sont vraiment que techniques où tu te rentres moins dedans, on va dire. C'est ça.
C'est ça. Parce que hors saison, hors combat, entre guillemets, hors combat, tu peux te permettre d'être plus dans la technique, etc. Alors qu'en préparation de combat, tu es sur la stratégie. Ça veut dire que Moi, vous analysez à fond l'adversaire? c'est ça. Moi, perso, je regarde quasiment tous les jours des combats de mon adversaire. Ok. Et ça, tu fais ça avec ton head coach pour justement essayer de Ça, eux trouver aussi regardent de des. leur côté et des fois, on regarde ensemble. Ok. Parce qu'on n'a jamais vraiment la même vision. C'est ça qui est bien. On voit pas tous la même chose. Tu parlais d'être en forme, en bonne forme cardiaque. Est-ce que ça veut dire que tu mets une ceinture cardio lors de tes entraînements, justement pour voir où tu te situes, comment tu récupères, comment ça monte, tout ça? C'est ça, j'en ai une, c'est ça, une ceinture cardio. Et aussi au niveau des exercices habituels, de, de voir comment on peut battre nos records d'avant, hors prépa et pendant prépa. Et au niveau des charges aussi. Les charges qu'on arrive à soulever et tout, en étant en régime. Parce que si on arrive à soulever plus en étant en régime et tout, c'est qu'on se sent mentalement bien. Je vois ce que tu veux dire. Et tu perds beaucoup de force, sinon, au régime habituellement? À la fin, quand même, Est-ce que tu peux me donner un exemple sur un exercice que tu fais habituellement, combien tu perds? le développé couché, que je déteste. Bah, t'es pas fait Le pour, t'as des longs développé bras couché, et pas trop de cage, alors c'est forcément. ça. C'est ça. Moi, le développé couché, enfin, c'est ce que je voyais avec mon prépa physique, parce que moi, quand j'attrape quelqu'un en body lock, c'est une ceinture du corps, en fait, avec les bras. Les gens, ils sentent que je suis hyper puissant, tu vois. Mais, au développé couché, je suis nul. Mais au développé couché, par exemple, je peux descendre, quand je suis en régime, je peux descendre de 10 à 1 kilo, quoi. Ouais, mais ça m'étonne pas parce que si tu perds, t'es à 85 et que tu descends à 77, tu perds 8 kilos de poids de corps et si tu perds que 10 ou 15 kilos sur ton max, finalement, c'est pas tant que ça. Tu vois? Hmm. Ouais, Ouais. C'est pas tant que c'est- ça, mais mentalement, c'est difficile. Ouais, mais En c'est fait, pas. quand on est en prépa physique, quand on est en prépa pour un combat, on veut toujours faire plus que ce qu'on faisait avant. C'est juste mental, en fait. Alors qu'en vrai, il faut pour se sentir bien. Ouais. C'est surtout que le développé couché, comme tu dis, ça n'a pas forcément une grosse incidence sur ta performance à la fin dans la cage, vu que tu vas jamais pousser comme un développé couché en étant tout au sol. C'est rare que ça arrive cette position quand même. C'est rare. C'est rare. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Et, surtout au sol, quoi. Ouais, ce que j'allais dire quand tu Au dois sol, ça repousser le peut gars. arriver. Ouais. Ou contre la cage. Donc là, ça fait maintenant 2-3 mois que tu as arrêté ton travail à côté. Donc là, tu es avec l'Hexagone. Euh, Hexagone. et donc, c'est mon pote Bruce qui t'aide aussi un peu en tant que sponsor. C'est ça. Euh, voilà, à côté, comment ça marche pour trouver des sponsors quand on n'est pas, tu vois, je te donne si t'es Conor McGregor, tu vois, j'ai pas trop de doute sur le fait que tu trouves des sponsors assez facilement. Mais Hmm. toi qui es un jeune, qui est en train d'essayer de monter, voilà, là, tu as eu quand même 2 défaites donc, au Bellator, donc j'ai pas trop suivi comment ça s'était passé. Là, l'Hexagone, tu viens de te relancer un peu. Euh, Hmm. et comment tu démarches des sponsors? Est-ce que c'est toi qui gères ça? J'ai vu que tes réseaux sociaux étaient très bien. Franchement, tu as des belles photos. Que je trouve il est vachement bien ta page Instagram. Est-ce que c'est les sponsors qui viennent vers toi ou c'est toi qui vas démarcher? Comment tu fais? Ça dépend parce que les sponsors, ce qu'ils viennent chercher, c'est aussi le retour sur investissement. Et ce qu'ils regardent en premier, c'est le nombre d'abonnés, etc., comme tout, quoi. Et moi, en général, c'est des marques de vente de gants et tout qui viennent des marchés, mais ça m'intéresse pas parce que en général, ils te proposent de te donner 2 paires de gants et tu passes une com pour eux, quoi. C'est pas du tout ça qui Ils t'ont pris m'intéresse. pour un influenceur. C'est ça, et ça nous intéresse pas parce que bon, pour m'acheter des gants, j'ai pas besoin de d'eux, quoi. Et là, c'est Bruce, du coup, Anthony Poncet, qui me sponsorise parce que je les connaissais d'avant. Et c'est eux carrément qui m'ont poussé à arrêter mon travail. Ils ont vu que tous mes adversaires que je prenais, ils faisaient que ça. Ils faisaient que ça. Et moi, de l'autre côté, je m'entraînais, j'ai fait 8 heures de boulot par jour. Euh,
je commençais mes journées à 6 heures du matin, je finissais à 22 heures. Donc, eux, ils m'ont dit, bon, nous, on regarde ce qu'on peut rêver, etc. Mais par contre, arrête ton boulot, quoi, complet. Après, bon, moi, j'y pensais depuis quasiment un an, mais c'est jamais simple quand t'es dans un travail, c'est jamais simple de le quitter comme ça, quoi. Et eux, ça se fait comme ça depuis l'an aiguille. Et les autres sponsors, j'en ai pas vraiment eu tant que ça. Bon, ok, donc c'est là où je voulais en venir. J'ai l'impression que c'est très difficile. Tu vois, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup les réseaux sociaux, comme tu as dit, le nombre d'abonnés, tout ça, qui font que tu as des sponsors et c'est pas vraiment la performance en tant que telle, quoi. Et je trouve ça assez difficile. Pas vraiment la performance, non. Ouais, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, en fait, faut faire un one-man show avant le combat pour que les gens soient attirés, tu vois, en exagérant un peu à la Cédric Doumbé, tu vois, où en fait, Ouais, bon, il parle. En fait, tout le monde sait faire le blabla que son combat, quoi. Le combat, finalement, c'est bon, ça. après qu'il gagne, voilà, bah c'est mieux, mais en fait, son blabla suffit à divertir le monde et à ce qu'il ait des sponsors et à ce qu'il soit mieux payé, quoi. Bah, les gens, ça peut pas me dire, les gens sont à la recherche du divertissement, quoi. Et en vrai, faut oublier que après des fois, nous on se plaint même du trop de divertissement de certains, mais en vrai, c'est notre sport qui le demande. C'est un sport de divertissement, en vrai, quand on regarde bien. Malheureusement, ça dérive un peu. Mais bon. Et alors, question à la con que j'ai. Est-ce que tu as déjà emmené Bruce faire un petit sparring ou pas? Si, parce que Ah, tu j'anime l'as du coup emmené, avec leur, raconte-nous. parce que j'anime du coup, attends, je te raconte l'histoire. J'anime du coup une fois par an avec eux, avec son ami Yann. Leur groupe et tout, j'anime une fois par an au Maroc un événement MMA. Du coup, eux, ils viennent une semaine. Et moi, j'organise des entraînements tous les jours. On fait des sparring de MMA et tout. Ouais. Bon, est-ce qu'il s'est bien Euh, débrouillé? oui, c'est bien dit. Là, il a perdu un peu de poids. C'était un bœuf. Il se débrouillait bien. Lui, ils sont rentrés dans le tas et puis voilà. Mais oui, c'est bien débrouillé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te manque par rapport au meilleur, selon toi? C'est quoi qui te manque? Est-ce qu'il te manque plus du sol? Est-ce qu'il te manque plus de la condition physique? Est-ce qu'il te manque plus de la boxe? C'est quoi qui te manque le plus? Ce qui me manque le plus, c'est de toujours tout combiner en vrai. La transition entre boxe et lutte, qui me manquerait peut-être le plus. Un peu encore en boxe. Je suis pas encore assez précis pour le top niveau. On parle bien du top niveau, hein. Assez précis, assez vif sur la boxe et assez précis aussi sur la lutte. Ce qui me manquerait. Ok, ouais, je vois. Et bah, tu vois, je reviens par rapport à ce que tu me disais au début du podcast. Toi, tu as surtout commencé par faire des compètes de grappling, donc plus du sol, tout ça. Et ça influence finalement le combattant que tu es aujourd'hui. C'est ça. Au-delà de ça, mon physique influence les domaines où je dois progresser. Parce que la lutte est une forme de corps que mon physique ne développe pas. Mais oui, je vois. Moi, quand je te vois, tu vois, ça me fait penser un peu à John Jones, mais quand même, John Jones qui est, entre guillemets, le GOAT. Alors, Anton Jones, c'est le GOAT. Voilà, qui est le GOAT, mais tu vois, qui quand même se débrouille pas mal du tout en lutte. Tu vois, on peut pas dire que C'est ça. en lutte, c'est comme une bête, hein. C'est ça. Mais il y a des formes de corps en lutte qu'il faut avoir et les petits trapus s'en sortent toujours mieux. Ah bah ouais. Et est-ce que justement, c'est pas, j'imagine que c'est dans un coin de ta tête, de monter en catégorie, tu vois, d'aller en 84? Non, parce que je suis pas assez lourd. Pour l'instant, mais comme t'as que 26 ans, tu vois, ça peut être, Oui, ça peut largement, oui. tu vois, dans le sens où tu vas être moins confronté à des petits gabarits, moins à des corps plus prêts pour lutter, et tu vas être plus avec des gars de, même si en 84, c'est rare qu'ils fassent un 93 aussi quand même, mais où tu seras plus avec des gars de ta taille, quoi, tu vois. C'est ça. Non, à voir par la suite, hein. Donc là, c'est quand À ton voir par prochain la suite. combat? J'ai pas de date. Ah, t'as pas de date? Merde! J'ai même pas de date. C'est toujours ça le problème en MMA, c'est que tu sais quand tu combats, mais tu sais pas quand tu recombats. Et donc là, Même, tu sais pas du tout, t'as aucune info, et combien de temps tu vas être prévenu en avance pour le combat? j'espère pour mai, mais mai, c'est pas loin, mais bon. Si c'est mai, on prendra mai, hein. En général, on est prévenu quand même 2 mois.
On essaie d'être prévenu 2 mois, quoi. Deux mois, t'es prévenu que 2 mois avant? Mm. Ah ouais, c'est Deux pas beaucoup, mois, non? 3 mois, c'est l'idéal. Ah ouais. Et donc, ça veut dire qu'en moyenne, tu vois, si je comprends bien, et ça, pareil, moi, c'est un truc qui me surprend. Alors, forcément, si tu fais un gros combat, comme tu as fait l'Hexagone, tu prends pas mal de coups, tout ça. Là, c'est normal que tu combattes pas 1 ou 2 mois après. Mais c'est vrai qu'en moyenne, j'ai l'impression que la plupart des combattants, ils ont quand tu es professionnel, cas, 1 ou 2 combats par an, quoi. C'est ça le rythme? Ça dépend quel combattant, mais en général, 4, c'est déjà bien. 4, c'est top. Mais ça dépend des gens, hein. Il y en a, ils arrivent en faire 4. Et l'année d'après, ils en font 2. C'est jamais régulier, quoi. Ouais, Et même, je pense pendant la prépa, il y a tellement de chocs. Il y a tellement un choc pour le physique, tu as du mal à réenchaîner derrière. C'est ouais. possible, hein, d'en faire 4 à l'année, mais l'année d'après, c'est un peu plus compliqué. Ouais, ouais, c'est ce que j'avais compris, tu vois, en suivant un peu de loin. En moyenne, c'était 2 combats. Des fois, bah, je suis surpris parce que t'as des gars, ils ont pas de combat pendant 1 an et puis ils reviennent après 1 an et demi alors qu'ils ont pas eu de blessure ou quoi. Putain, c'est l'un des seuls sports, entre guillemets, où t'as autant de temps entre les compétitions, tu vois. Dans pas mal de sports, on peut se plaindre qu'il y a pas beaucoup de compétitions, tout ça. Mais là, je trouve que c'est encore pire, c'est que la plupart du temps, tu t'entraînes. Faut vraiment avoir la flamme, tu vois, pour t'entraîner au jour le jour, comme là tu fais, en Oui, attendant, il faut vraiment aimer, quoi. voilà, en espérant avoir un combat, mais tu sais pas s'il va arriver et tu sais pas s'ils vont te trouver un adversaire. Tu vois, je pense encore, tu vois, à Claire que j'avais interviewé, qui elle avait été Mm. qui est obligée d'aller au One parce que le PFL il ne trouve pas de combattante. Donc en fait, elle attend, il se passe rien. Donc en fait, tu as envie de combattre et tu dis, bah si j'ai pas de combat, c'est dur de rester motivé à t'entraîner comme un fou. Euh, je trouve que c'est assez difficile psychologiquement de se dire, Ouah, j'ai pas de combat, quand est-ce que ça arrive? Quand est-ce que je fais? Quand est-ce que je fais? Ouais. Après, c'est un sport tellement complet que on a toujours plein d'aspects à travailler. Plein d'aspects que le public ne voit pas forcément, mais des aspects techniques très légers, des tout petits trucs. Mais Et est-ce que à tu peux chaque donner fois, un exemple d'un petit truc auquel on penserait des pas? fois, des fois, naturellement, on a des tics. Ça veut dire on ferme les yeux, on se déplace pas correctement, on bloque pas un coup correctement. Et ça, des fois, mentalement, de remettre ce schéma-là en place, c'est un peu compliqué. Ça veut dire que tu es obligé de casser une habitude que tu as depuis 2, 3, 5 ans. Et tu dois la casser pour ce combat, ou tu dois la casser parce que tu as compris que tu prenais trop de coups à cause de ça, tu t'es trop emmené à cause de ça. Juste des petits aspects que les gens ne voient pas forcément, mais qui prennent du temps à être intégrés mentalement et physiquement. Mais oui, je vois tout à fait. Genre, imaginons que tu bloques pas les low kicks, et puis en fait, ton Voilà. adversaire il fait que ça, que ça, que ça. Si tu n'as pas l'habitude de les bloquer, bon bah, tu tiens pas ton round quoi. Voilà. Comme mon dernier adversaire, par exemple, il mettait des low kicks, il voulait m'arracher la jambe, quoi. Après le combat, j'ai eu mal au tibia pendant 1 mois. Ah ouais, putain, t'as eu du bol, ça se casse pas quand même. Voilà. Bon, en général, ça se casse pas, mais t'as tellement d'hématomes que t'arrives plus à marcher. Et ouais. Et ça, c'est dramatique pendant un combat. Au niveau cardiaque, tu n'as rien, mais physiquement, tu peux plus marcher, c'est relou, quoi, mentalement. Ouais, ouais, bah, j'imagine bien. Donc dans ce cas-là, est-ce que tu peux quand même faire genre du vélo ou tu vois des trucs sans impact ou même pas? C'est ça, oui, oui, tu peux faire du vélo, tu peux même faire la technique, hein. Après, tu t'adaptes, hein. Tu peux même faire la technique, après, ça dépend de la blessure. Tu peux même faire la technique. Après, il y en a, ils sont fainéants, je suis blessé, je reste. Mais moi, c'est pas du tout mon truc et j'aime aller à l'entraînement. Ça me kiffe. Je pense que c'est une bonne phrase pour le podcast. Je vais le noter. Je vais le noter. Non, en vrai, moi et il y en a un autre à l'entraînement, Nicolas Leblond. Tous les jours, on se dit à demain. Attention, on se voit 6 jours sur 7. Et tous les jours, on est là. Tous les deux, on est sûr d'être là. Et c'est Parce un qu'on gars aime ça. c'est un gars qui est dans ta catégorie? Non, il est beaucoup plus léger. Il commence en 57 au cage horaire. Ok, ouais, donc tu peux pas, tu vois, j'allais dire, s'il est là tous les jours, tu peux te tirer la bourre avec lui ou. Non, non, non. Lui, un peu moins. En fait, dans la salle, il y a 2 sessions. Il y a les lourds et il y a les légers. On se voit même pas quand on tourne. Vraiment. Oui, j'arrive au bout de mes questions, Bourama. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder? Non, je pense qu'on a fait le tour, hein. Quel sujet qu'on pourrait voir. Non, juste l'envie. Les gens, ils pensent souvent qu'on a.
l'envie d'aller des fois, on n'a pas envie de se prendre des coups, mais on kiffe être là. En tout cas, moi, j'aime bien être là. Après l'entraînement, je suis toujours content. Bah, j'ai l'impression que le plus dur, quel que soit le domaine, c'est toujours de commencer ou de recommencer. Et je sais plus qui disait ça. J'avais lu un truc comme ça. Il disait à chaque fois, il faut voir le truc en fait comme tu continues. En fait, tu recommences pas ou tu commences pas, tu continues. Et moi, j'essaie de voir les choses comme ça. Quand tu fais genre, je sais pas là, je vais aller m'entraîner après comme toi. Mais en fait, c'est je continue mon plan. Tu vois, c'est pas je démarre une nouvelle séance ou je commence une nouvelle séance, c'est je continue. Et moi, j'ai l'impression qu'en t'écoutant, t'es un peu comme ça. Quand tu dis à demain à ton pote, en fait, tu continues ton entraînement. Tu vois, t'es pas dans le démarrage non plus C'est quoi. ça. C'est ça. Et l'entraînement, il continue aussi dans l'assiette, quoi. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, si tu manges quelque chose de super lourd, super gras et tout, tu sais pas si tu t'entraînes l'après-midi ou le lendemain, tu sais que Ah ouais, tu ça sens va que être difficile. on sera pas ensemble. Et même ce qui représente le plus ça, c'est la course. Parce qu'on fait de la piste tous les dimanches. Et mentalement, c'est dur. Et est-ce que justement, avec ton gabarit, tu cours bien? Oui, ça va. Ça va. Parce que c'est-à-dire hors saison, comme là tu disais que tu fais 87 kilos pour un 93, est-ce que tu te sens lourd ou est-ce que ça va quand même? Oui, ça va. Ça va. Moi, au niveau des jambes, quand on fait beaucoup de tours, ouais, je commence à sentir, mais ça va. Si des auditeurs, des personnes qui nous écoutent veulent te retrouver sur les réseaux ou sur ton site, c'est quoi le mieux? C'est Instagram, Bourama, du 8 ou du 6, je ne me souviens plus. C'est Instagram. Donc c'est directement Bourama, t'as pas mis Bourama Camara? T'as juste mis ton prénom? Non, Bourama. Après, Ok, avec Bourama Kamara, on me retrouve. Hein. ok. Donc bah, j'invite ceux qui nous écoutent à aller voir parce que ton compte je trouve est bien, il y a des belles photos, t'écris bien. J'essaye. Ça fait J'oubliais pro. Hein. plus, mais Non, non, mais c'est bien, ça fait assez pro, je trouve, c'est bien. Donc, mm, n'hésite pas, moi, comme je suis de l'autre côté, à mettre des si tu peux, entre guillemets, c'est toujours compliqué quand tu t'entraînes tout ça, des gens qui te font des stories de tes entraînements ou des trucs comme ça. C'est vrai que extérieurement, quand on est passionné par le sport, on aime bien voir, et c'est aussi le but du podcast, voir ce que font ça. les acteurs du sport, entre guillemets, les professionnels, voir à quoi ça ressemble. Mais ouais, bon, on a compris aujourd'hui que tu t'entraînais comme un fou, quoi. Ouais, ouais, j'ai eu des amis qui se passent filmer et tout, et là, on va pas tarder à découvrir ce qui s'est passé aujourd'hui. Bon, ouais. Ouais, c'est cool. Et ben merci à toi de ton temps, Bourama. Et puis bah on va suivre ça. De toute façon, on va suivre la suite en espérant que tu aies un combat rapidement entre guillemets et pas dans 8 mois ou 9 mois. Ça, moi aussi, je meurs d'impatience. Et bah ça roule. Et ben merci à toi pour ton temps et puis bah bon entraînement. Merci à toi, Rudy, et merci beaucoup. Et Salut bon à entraînement tous. à toi aussi, hein. Bah moi ça va, aller. Ça va aussi. J'ai le spirit comme toi donc ça va. Allez, ciao, ciao. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. N'hésitez pas également à le partager sur les réseaux sociaux, je vous repartagerai avec plaisir. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine.